Les scientifiques recherchent un morceau de terre qui manque à l'appel depuis plus de 100 millions d'années. Pas de quoi défrayer la chronique, puisque les gens cherchent constamment des informations sur l'histoire de notre planète. On pourrait croire qu'il ne s'agissait que d'une île minuscule, quelque part au milieu de l'océan. Eh bien, on aurait tort, car ce continent était autrefois aussi grand que tout le territoire des États-Unis. Pendant longtemps, les géologues se sont demandé si un énorme morceau de l'Australie contemporaine ne s'était pas volatilisé. Certains pensaient qu'il était simplement tapi quelque part au fond de l'océan. Mais grâce à des spécialistes néerlandais et à 7 années de recherche, nous savons désormais que des morceaux de cette terre perdue se sont retrouvés mêlés au sol des jungles luxuriantes de l'Asie du Sud-Est. Les continents que nous voyons aujourd'hui dans nos manuels de géographie sont comme des pièces de puzzle éparpillées. Vous pouvez même mener une petite expérience pour vous en rendre compte par vous-même. Trouvez une carte du monde en ligne et imprimez-la. Découpez tous les continents et amusez-vous à les rassembler. Vous remarquerez qu'ils s'emboîtent tous. La chose la plus frappante que vous verrez est probablement à quel point l'Amérique du Sud s'adapte parfaitement aux côtes de l'Afrique. Si vous comblez les océans qui se sont formés au cours des 200 derniers millions d'années, les continents semblent former une gigantesque lettre C. Et ce C est ce que les spécialistes appellent le supercontinent de la Pangée. Il flottait dans un océan appelé Pantalassa, et la partie intérieure de cette lettre C englobait une étendue d'eau plus petite appelée Thétis. C'est dans ce petit océan que les choses se corsent un peu. Au cours de la période jurassique, ce continent disparu, que les scientifiques ont d'abord baptisé Argolan, a laissé un trou béant en Australie, aujourd'hui connu sous le nom de plaine abyssale d'Argo. Les géologues ont d'abord cru que tout cela était dû à un processus de subduction. C'est lorsqu'une partie de la croûte terrestre plonge sous une autre et se recycle au sein du manteau de la planète. Habituellement, les spécialistes peuvent constater cette disparition continentale à travers l'érosion. C'est ainsi qu'ils ont découvert, par exemple, que l'Inde avait heurté l'Asie, résultant en la formation des majestueuses montagnes d'Himalaya. Mais pour Argolan, les choses étaient un peu plus compliquées. Des fragments ont été retrouvés dans des lieux tels que la Birmanie et l'Indonésie. Mais ils semblèrent être des reliques d'un temps révolu et paraissaient beaucoup plus anciens que lorsqu'Argolan était censé s'être séparé de l'Australie. Cela a immédiatement soulevé la question, si un continent peut se comporter de manière si étrange, combien d'autres sont susceptibles de faire de même? Heureusement, les scientifiques ont maintenant reconstitué toute la chronologie d'Argolan et résolu son mystère. Il n'a ni coulé ni été englouti. Il s'est simplement transformé en argopélago, se brisant en plus petits morceaux, appelés microcontinents, et dérivant loin de l'Australie. Ces mini-continents sont ensuite fait un petit bout de chemin avant de terminer dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Cette découverte s'intègre parfaitement dans le puzzle de la Pangée. Elle nous aide à mieux comprendre comment les continents se séparent et se forment. Et tout cela au moyen d'une seule découverte, révélant moult secrets sur la biodiversité et le climat d'autrefois. Si vous souhaitez découvrir d'autres secrets sur l'histoire, les civilisations ou les objets du quotidien, n'hésitez pas à donner un coup de pouce à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Penchons-nous maintenant sur le mystère de cette frontière invisible des espèces en Indonésie. On l'appelle la ligne Wallace, du nom de l'explorateur britannique Alfred Russel Wallace. Il y a plus de 150 ans, Wallace a entrepris un voyage autour de l'archipel malais, accostant sur plusieurs milliers d'îles. Ce qu'il a découvert, c'est que les animaux d'un côté de cette ligne invisible étaient considérablement différents de ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Cette frontière forme comme un mur entre les tigres et les marsupiaux, par exemple, ou entre les trogons et les méliphages. Mais nous savons maintenant qu'il y a environ 35 millions d'années, l'Australie s'est séparée de l'Antarctique et a heurté l'Asie. Et ce triangle amoureux continental a engendré des changements majeurs. Il n'a pas seulement altéré l'aspect du paysage, il a aussi perturbé les espèces animales de chaque côté de la ligne Wallace. Plus récemment, un groupe de spécialistes a publié une étude affirmant que cette collision et ce chaos climatique avaient permis aux espèces asiatiques de prospérer au sein de l'archipel malais. D'un autre côté, la faune australienne n'était pas aussi satisfaite de ce nouvel environnement. Il y faisait trop chaud et trop humide pour certains animaux, et d'autres ne pouvaient tout simplement pas s'adapter au mode de vie des îles tropicales. La découverte de cette dérive continentale vers l'Asie pourrait également expliquer la récente découverte d'une autre espèce humaine qui semblait défier l'entendement. Il se trouve que, dans une grotte cachée des Philippines, des archéologues sont tombés sur un nouvel ancêtre de l'homme. Il semblerait qu'il y a environ 50 000 ans, sur l'île de Luçon,
existait cette ancienne espèce d'hominidé. Le directeur de ces recherches a estimé que cette découverte était cruciale pour comprendre l'évolution humaine en Asie. Et il a nommé cette nouvelle espèce d'après son île d'origine, Homo luzonensis. Maintenant, voici où les choses deviennent un peu déroutantes. Il y avait un petit problème avec les ossements découverts par les archéologues. Ils présentaient un étrange mélange de caractéristiques qui n'avaient jamais été observées ensemble chez aucune autre espèce d'hominidé. Des dents plus courtes, semblables aux nôtres, mais des mains et des pieds, qui ressemblaient d'ailleurs davantage à ceux de nos anciens ancêtres. C'est leurs membres arqués en particulier qui lièrent cette espèce humaine à ce territoire méridional depuis longtemps perdu. Ils présentaient le même aspect primitif que l'Australopithecus africanus, par exemple. Sauf que ces deux espèces sont séparées par 2 à 3 millions d'années d'évolution. Beaucoup se sont demandé, l'homme de Luçon est-il vraiment une nouvelle espèce ? Tout le monde n'en est pas convaincu. Mais cela pourrait aussi expliquer en quoi les êtres vivants sont affectés par le déplacement constant du sol sous leurs pieds. Juste parce qu'ils n'ont pas beaucoup changé au cours de notre existence, ne signifie pas que nos continents ressembleront toujours à cela. Ils ont évolué à partir de ce vaste supercontinent, et ils finiront probablement dans une position similaire à l'avenir. À ce propos, un géologue de l'université de Lisbonne a tenté de prédire l'avenir des supercontinents de notre planète. Comme point de départ, il s'est rapporté au fameux tremblement de terre qui a frappé le Portugal en 1755, au cours duquel les plaques tectoniques se sont comportées un peu différemment de l'accoutumée. Après des années de recherche, il a formulé une théorie en 2016. Il pensait que les sutures qui existent entre ces plaques tectoniques pourraient-ils se désagréger, préparant le terrain pour une déchirure plus importante. C'est comme lorsque le verre se fissure entre 2 trous dans le pare-brise d'une voiture. Si cela se produisait, une zone de subduction pourrait s'étendre de la Méditerranée jusqu'à l'Irlande, apportant son lot de volcans, de tremblements de terre et de nouvelles montagnes à ces régions. Si tout se déroulait ainsi, l'océan Atlantique disparaîtrait, tout comme le Pacifique, pour se fondre en une seule grande étendue d'eau. Au lieu des 6 continents que nous connaissons aujourd'hui, nous obtiendrions un nouveau supercontinent baptisé Orica parce qu'il engloberait aussi bien l'Australie que l'Amérique. Ce n'est pas le seul scénario possible cependant. Novo Pangaea pourrait en être un autre, et il est facile à prévoir. L'Atlantique resterait ouvert, et le Pacifique serait clos. Vient ensuite le scénario du continent d'Amasia. Dans son cas, il faudrait imaginer que l'océan Arctique se referme et que l'Atlantique et le Pacifique restent ouverts. Tout se déplacerait vers le nord autour du pôle, sauf l'Antarctique. Un dernier scénario est connu sous le nom de Pangea Ultima. Si la dérive des continents ralentissait dans l'Atlantique, une nouvelle plaque de subduction apparaîtrait sur la côte est des Amériques. Quoi qu'il en soit, si tous les continents entrent à nouveau en collision dans le futur, certains disent que ce ne sera pas une partie de plaisir. On estime que d'ici près de 250 millions d'années, nous aurons l'impression d'être emprisonnés dans un sac plastique étouffant et moite. Étrangement, ce sac restera quand même l'endroit le plus agréable où vivre sur Terre. Les zones côtières, quant aux terres intérieures, elles seront brûlantes, comme un désert ardent. Nombre d'espèces animales que nous connaissons aujourd'hui n'y survivront pas. Quant à nous autres humains, nous devrons faire preuve de créativité si nous voulons survivre à cette chaleur. Nous devrions nous estimer heureux, néanmoins. Ces projections numériques nous permettent de tester toutes sortes de théories intéressantes. Comment ces supercontinents perturberaient les marées, par exemple. En envisageant nos futurs voyages dans l'espace, de tels modèles peuvent nous aider à comprendre le climat des exoplanètes. Autrement dit, celles qui se situent en dehors de notre système solaire. La théorie des mondes parallèles fait l'objet de débats dans la communauté scientifique depuis bien longtemps. Nous ne sommes hélas pas encore assez avancés pour la prouver, pas plus que pour la réfuter. Mais elle demeure une théorie intéressante, et c'est pourquoi nous avons beaucoup de légendes urbaines singulières sur ces invités d'une réalité alternative, à en croire de nombreuses personnes. Jetons un coup d'œil à quelques-unes d'entre elles. Un homme venu d'un pays inexistant. Cette histoire se déroule en 1851 dans un petit village allemand, Francfort sur l'Oder. Un homme perdu est venu demander de l'aide aux villageois du coin. L'homme a dit s'appeler Joffard Vorin. Il parlait très mal allemand et s'exprimait avec un fort accent. L'homme a lui-même affirmé qu'il parlait le laxar et l'abram, des langues qui n'existent pas vraiment dans notre monde. Il a prétendu venir de Laxaria, un pays se trouvant sur le continent de Sakria, séparé de l'Europe par un immense océan. Cependant, aucun de ces endroits n'existait sur nos cartes. Les gens ont confié Joffard aux autorités locales.
Il a parlé à un psychiatre, mais le médecin a conclu que l'homme était totalement sain d'esprit. Une enquête de la police locale n'a également rien révélé de suspect à son égard. Jofar Vorin a affirmé que le but de sa visite en Europe était de retrouver son frère, perdu depuis longtemps. Il avait survécu à un naufrage et s'était retrouvé près du village. On lui a montré une carte du monde ainsi qu'un globe terrestre, et on lui a demandé d'indiquer l'endroit où son navire avait sombré, mais il n'a rien reconnu de familier. Il semblait disposer de connaissances approfondies sur son monde d'origine. Jofar était capable d'en nommer les 5 continents principaux: Sakria, Aflar, Astar, Oslar et Euplar. Son histoire a été jugée plausible. Les savants de Francfort ont décidé de l'envoyer à Berlin pour des recherches plus approfondies. Cependant, pendant le voyage, il a semblé avoir une sorte de crise. L'homme a soudainement sauté de la voiture et a disparu dans la forêt environnante. En dépit d'une recherche longue et minutieuse, on n'a retrouvé aucune trace de Jofar. Il semblait avoir disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. L'inspecteur Labouffe, chargé de l'escorter à Berlin, a pensé que cet homme pouvait bel et bien provenir d'un autre monde et qu'il était retourné d'où il était venu. Une dame sur la route 167. Cet incident s'est produit le 20 octobre 1969. Il a été rapporté pour la première fois en 1988 dans le magazine Strange. L'article relate l'histoire de 2 hommes, LC et son partenaire d'affaires Charlie. Ce sont des noms d'emprunt. Un après-midi, LC et Charlie roulaient sur la route 167 dans le sud-ouest de la Louisiane. Tout en discutant de leur travail, ils se sont dirigés vers le centre pétrolier de Lafayette. Au début, l'autoroute était vide, mais les hommes ont ensuite remarqué une voiture très ancienne et extrêmement lente devant eux. Les 2 hommes ont commencé à discuter de cette étrange automobile. De telles voitures n'étaient plus produites depuis plusieurs décennies, mais celle-ci avait l'air toute neuve. Ils ont présumé que son propriétaire devait en prendre particulièrement soin, et ils ne se lassaient pas de l'admirer. Ils ont ralenti pour mieux voir la voiture. LC a remarqué un insigne orange vif sur lequel il était écrit 1940. Ils ont alors vu le conducteur. C'était une jeune femme habillée à l'ancienne, un chapeau décoré d'une longue plume et un manteau de fourrure, quoi qu'il fasse assez chaud dehors. Il y avait un enfant à côté d'elle, également vêtu d'un manteau et d'un couvre-chef. LC et Charlie voulaient lui parler, mais ils ont ensuite remarqué l'expression sur son visage. La femme regardait autour d'elle, paniquée, presque au bord des larmes. LC l'a interpellée et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a hoché la tête et il lui a fait signe de se ranger sur le côté de la route. Mais lorsque les hommes se sont également garés, ils ont soudain remarqué que la voiture de la femme avait disparu. Ils ont regardé tout autour d'eux en état de choc. Elle n'avait pas pu aller bien loin en aussi peu de temps. Mais la voiture était introuvable. Après un certain temps, un autre homme est arrivé en voiture auprès de Charlie et LC. Il avait vu tout ce qui s'est passé et a affirmé que la voiture s'était simplement volatilisée. Les hommes ont discuté de l'incident pendant plusieurs heures. Lorsqu'ils sont arrivés en ville, ils ont contacté les autorités. La police n'a cependant pu leur être d'aucune aide. À part leurs paroles, il n'y avait aucune confirmation de l'existence de cette voiture. L'affaire a été débattue pendant un moment dans les journaux locaux avant d'être oubliée. L'incident du canyon de Gadionton. Cet incident s'est produit en mai 1972. Dans le sud-est de l'Utah, près du passage à niveau de Modena, à la lisière du désert d'Escalante. Jenna North conduisait la Chevrolet Nova 1971 de son père. Son amie, Carol Abbott, se trouvait sur le siège passager. Il y avait 2 autres filles sur la banquette arrière, Lisa Rochefort et Bethany Gordon. Il était plus de 22 heures lorsqu'elles ont traversé la frontière entre l'Utah et le Nevada. Elles voulaient rentrer au campus avant que leur surveillante, Madame Mortensen, ne verrouille les portes du dortoir. Cette portion de la route 56 dans l'Utah est plutôt déserte. Il n'y a rien d'autre que du sable et quelques plantes. Les filles étaient soulagées quand elles ont enfin remarqué le passage à niveau de l'Union Pacific à Modena. Mais, juste derrière la rambarde, Jenna a remarqué 2 routes. L'une s'enfonçait dans le désert et l'autre vers le canyon de Gadionton. Les filles ont décidé de prendre la route en direction du canyon. Elles pensaient que ça pouvait être un raccourci vers le campus. Les autres filles discutaient entre elles lorsque Jenna a remarqué qu'elle ne roulait plus sur du goudron, mais sur du ciment blanc. « Attention !» a soudainement crié l'une des filles. La route se terminait brutalement sur une haute paroi rocheuse. C'était une impasse. Elle n'avait pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Et tandis que les amis de Jenna se plaignaient déjà qu'il leur faudrait dormir dans la voiture, Jenna a remarqué que le paysage avait radicalement changé.
Elle n'était plus dans un désert. Au lieu de cela, le canyon s'était transformé en une vaste zone, couverte de champs de blé, de bosquets de pins et même d'un petit lac. La pleine lune brillait dans le ciel, ce qui était étrange, car elle n'aurait pas dû être là cette nuit-là. Les jeunes filles n'avaient aucune idée de l'endroit où elles se trouvaient. Alors, elles ont simplement conduit en direction de la lumière qu'elles distinguaient au loin. C'était un bâtiment qu'elles pensaient être un restaurant ou un relais d'autoroute. Elles y ont vu une enseigne lumineuse, mais aucune d'entre elles ne pouvait lire ce qui était écrit dessus. Ces symboles ne ressemblaient à aucune langue qu'elles aient connue. Soudain, plusieurs personnes sont sorties du bâtiment. Ils semblaient choqués et effrayés par le Chevrolet de Jenna. Ils ont agité leurs mains et crié quelque chose, mais les filles ne les comprenaient pas. Lisa a décidé de demander son chemin à ces hommes. Elle a passé la tête par la fenêtre et a immédiatement poussé un cri de terreur. « Partons d'ici !» a-t-elle crié à Jenna. La Chevrolet s'est éloignée du bâtiment en trombe. Des phares brillants éclairaient leur voiture par derrière. Ils étaient poursuivis par quelques véhicules. Ceux-ci avaient la forme d'œufs, n'avaient que 3 roues et semblaient bourdonner. La route droit devant menait au canyon. Jenna n'a pas eu le temps de ralentir et est rentrée dedans de plein fouet. Les véhicules avaient disparu en même temps que ce paysage inconnu. Les filles étaient de nouveau dans le désert. Heureusement, aucune d'entre elles n'était blessée, du moins physiquement. Mais Lisa était en état de choc. Elle répétait sans cesse « Il n'était pas humain !» Ses amis ont dû l'aider à marcher. 1 heure plus tard, elles ont réussi à arrêter une voiture de patrouille de la police routière. Elles leur ont raconté leur histoire. Les détails du rapport compilé par l'agent de police étaient compliqués et confus. Pendant l'enquête, les policiers n'ont pas pu déterminer, sur la base des traces de pneus, l'endroit exact où la voiture s'était égarée. Les traces se terminaient très brusquement, comme si la Chevrolet avait soudainement disparu. La police ne pouvait pas expliquer comment la voiture avait pu parcourir 3 km sans laisser la moindre trace, surtout sur un sol pareil. Il y a encore matière à débat au sujet de cette histoire. Mais en bout de compte, toutes les explications de ce qui a pu se passer ne sont que des suppositions. Peut-être ne découvrirons-nous jamais la vérité. Voici donc quelques-unes des légendes urbaines sur ces voyages interdimensionnels. Bien entendu, il n'y a aucune preuve qu'une seule de ces histoires soit avérée. Souvent, la vérité s'avère être bien banale. Par exemple, le célèbre homme de Taured, dont les gens disaient aussi qu'il venait d'un autre monde, ne s'est avéré être qu'un simple escroc, nommé John Allen Couchard-Zegrus. Mais quand bien même, ces histoires demeurent toujours aussi intéressantes. La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la 3e couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre, et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes.
C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autre point comme celui-ci qui puisse faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique, sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre.
Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une planète qui a reçu le nom de UCF 1.01. Ce monde se trouve à environ 33 années-lumière de la Terre. Cela fait de cette planète notre voisine la plus proche sur le plan cosmique, bien entendu. Honnêtement, ce corps spatial n'est jamais que candidat à être reconnu comme une planète, car les astronomes n'ont pas encore mesuré sa masse. Mais ils ont de grands espoirs. Cette planète potentielle est très différente de notre Terre. À seulement 2,7 millions de kilomètres de son étoile, elle complète son orbite en un jour et demi. C'est un monde brûlant et désert dont la température de surface peut atteindre 540 degrés Celsius. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la planète entière est probablement couverte de magma. Même si UCF 1.01 a eu une atmosphère, elle s'est certainement évaporée depuis longtemps. Mais alors, la question qui se pose est la suivante. Et si la Terre subissait un jour un événement catastrophique qui la laisserait dans cet état, bouillonnante avec sa surface recouverte d'une épaisse couche de lave? Les gens parviendraient-ils à s'adapter à ces conditions et à migrer sous terre? Cela semble incroyable, mais les experts sont sûrs qu'avec le temps, les humains se transformeraient en des sortes d'hommes taupes. Et ce, sans sacrifier leur bien-être. Bien sûr, la vie serait très différente d'aujourd'hui. Plus de coucher et de lever de soleil. Fini les voyages en avion et l'exploration spatiale, à moins qu'on ne trouve le moyen de lancer une fusée depuis le sous-sol. Plus de pique-niques dans les parcs ou de bains de soleil au bord de la mer. Les gens devraient construire un vaste réseau de tunnels souterrains qui relierait les grandes villes. Les transports les plus probables dans ce nouveau monde seraient des trains à grande vitesse silencieux et des voitures électriques. Après avoir migré sous terre, les gens auraient des difficultés non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Au début, leur nouvelle maison serait un endroit sombre et stérile, sans air frais et sans couleur. Pour s'adapter à ces conditions de vie difficiles, les gens devraient modifier leur mode de vie. Des serres, des parcs bien éclairés avec des arbres et des projections virtuelles du ciel, des odeurs et des sons familiers, tout cela aiderait les gens à s'adapter à leur nouvelle vie. Après avoir vécu sous terre pendant plusieurs générations, les gens commenceraient à avoir une apparence un peu différente. Pâles à cause du manque de lumière du soleil, avec de grands yeux sensibles adaptés à un éclairage plus faible et des poumons plus développés. Quant à la possibilité même de vivre sous terre, eh bien, écoute plutôt ça. On pourrait imaginer les profondeurs de la Terre comme une énorme masse de roches solides comprimées. Mais la réalité est différente. Cette masse est fortement fracturée. L'eau coule le long des fractures et des fissures de la couche externe de la planète, la croûte. Certains de ces cours d'eau atteignent des profondeurs de plusieurs kilomètres.
En d'autres termes, le sous-sol de la Terre pourrait probablement accueillir une vie végétale et animale. Si les gens vivaient sous terre, il ne manquerait pas d'eau douce. Les réservoirs à l'intérieur de la planète contiennent 100 fois plus d'eau que tous les lacs, rivières et marais réunis. De plus, cette eau ruisselle à travers le sol qui agit comme un purificateur. Mais les gens devraient faire très attention à ne pas endommager ces réservoirs. Sinon, les villes souterraines seraient inondées et se transformeraient en pièges géants remplis d'eau. Ce serait aussi un véritable défi de vivre sans la lumière du soleil. Les plantes ne peuvent pas survivre sans la lumière ultraviolette du soleil. Elle est absolument nécessaire à la photosynthèse car la lumière solaire sert à obtenir des nutriments à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Un des produits dérivés de ce processus est l'oxygène, une chose dont les gens ne peuvent pas se passer. Donc, pas de lumière solaire, pas de plantes, pas d'oxygène. La lumière du soleil est également cruciale pour l'homme. Par exemple, elle aide ton cerveau à libérer de la sérotonine, une hormone qui améliore ton humeur et te fait te sentir calme et concentré. Grâce au rayonnement ultraviolet B de la lumière du soleil, ta peau produit de la vitamine D. Celle-ci est indispensable pour avoir un système immunitaire fort et des os, des dents et des muscles en bonne santé. C'est pourquoi les gens devraient trouver un moyen de remplacer la lumière du soleil. Heureusement, des lampes LED capables d'émettre des ondes UV pourraient produire la lumière dont les corps humains et les plantes ont tellement besoin. Dans ce nouveau monde souterrain, il n'y aurait pas de grands champs éclairés par le soleil. Au lieu de cela, il y aurait des serres tentaculaires avec des lampes LED qui brilleraient au plafond. Des machines spéciales alimenteraient les plantes et les cultures avec de l'eau recyclée riche en nutriments. Dans certaines zones situées dans d'étroites failles souterraines, les gens utiliseraient des conteneurs de transport au lieu de serres. Ces conteneurs seraient remplis de rangées verticales de plantes et d'ampoules LED bleues et rouges. Quant aux personnes, elles devraient suivre un régime riche en vitamine D. Cela signifierait manger beaucoup de jaunes d'œufs, de fromage, de poissons, d'épinards, de soja, etc. Si ces aliments ne suffisent pas, des suppléments de vitamine D feraient l'affaire. Sans la lumière du jour, les gens auraient des problèmes avec leur rythme circadien, lesquels régulent nos habitudes de sommeil. Si tu étais isolé dans un endroit sans la moindre lumière, tu pourrais facilement dormir pendant 48 heures d'affilée. C'est pourquoi les personnes qui vivraient sous la surface de la Terre auraient besoin de lumières artificielles pour contrôler leur horloge interne. Il n'y aurait aucun problème avec l'électricité, elle serait produite à l'aide de la chaleur interne de la Terre. Ce type d'énergie est appelé géothermie, des mots grecs géo pour terre et thermos pour la chaleur. Elle peut être extraite de l'eau chaude et de la roche. Comme un oignon, notre planète est constituée de plusieurs couches. La partie la plus profonde est un noyau solide d'environ 2400 km de diamètre. Composé de fer, il est entouré d'un noyau externe brûlant. Il fait jusqu'à 2250 km d'épaisseur et est principalement composé de nickel et de fer liquide. La couche suivante est le manteau. Même si beaucoup de gens l'imaginent comme de la lave, le manteau est en fait de la roche. Mais cette roche est si chaude qu'elle peut couler comme du goudron. La température au cœur de la Terre peut atteindre 6000 degrés Celsius. C'est presque 540 degrés de plus qu'à la surface du Soleil. Le manteau est également brûlant, de 4000 degrés Celsius à la surface du noyau à 400 degrés Celsius dans ses parties extérieures. Pas étonnant que les gens n'aient pas de difficulté à transformer toute cette chaleur en énergie électrique. Mais comme l'intérieur de notre planète est incroyablement chaud, les gens ne pourraient pas construire de villes trop profondément sous terre. Toutes les zones habitables resteraient probablement plus proches de la surface. La partie la plus externe de la Terre, la croûte terrestre, ressemble à la coquille d'un œuf dur. Elle est divisée en blocs gigantesques appelés plaques tectoniques. Lorsque deux plaques entrent en collision, des montagnes se forment et de nouvelles failles apparaissent dans le plancher océanique. Ces plaques ont des largeurs différentes, de 40 km d'épaisseur sous les continents à 8 km sous les océans. Ces blocs se déplacent en flottant sur le manteau terrestre, lentement, presque imperceptiblement. Cela signifie que les villes souterraines bougeraient aussi, mais qu'il serait pratiquement impossible de remarquer ces mouvements. D'ailleurs, c'est au XVIIe siècle que les gens ont commencé à croire qu'il pouvait y avoir un autre monde à l'intérieur de notre planète. Cette idée a reçu le nom de théorie de la Terre creuse. Elle affirmait que la moitié de la planète était occupée par le poids de sa surface. Sous la surface, il y avait un espace vide.
Un petit soleil était suspendu au centre de cette cavité, ce qui créait un environnement tropical confortable sur la face intérieure de la surface de la Terre. On pouvait pénétrer à l'intérieur de la Terre par l'une des ouvertures situées près des pôles sud et nord. On pensait qu'une race d'humains évolués vivait dans la planète. Ils étaient pacifiques et y vivaient depuis des siècles. Bon, clairement pas des humains. Ils disposaient de technologies uniques, comme des véhicules volants par exemple. Et comme le climat à l'intérieur de la planète était plus doux que celui de la surface, cette race était beaucoup plus forte et en meilleure santé. Même si cette idée ressemble à de la science-fiction, plusieurs scientifiques célèbres l'ont soutenue. Certaines personnes sont encore persuadées qu'il existe un autre monde à l'intérieur de notre planète. Mais si la Terre était creuse, elle n'aurait pas de champ magnétique. Et sans champ magnétique, les vents solaires dépouilleraient notre planète de son atmosphère en un clin d'œil. Ce qui laisserait notre planète verte, déserte et inhabitable, comme c'est le cas de Mars. Le champ magnétique de notre planète existe grâce au processus qui se déroule en son centre, qui n'est pas du tout creux. Des métaux liquides sont constamment en mouvement dans le noyau externe de la Terre, ce qui génère des courants électriques. Lorsque la planète tourne autour de son axe, ces courants électriques forment un puissant champ magnétique. La partie de la magnétosphère tournée vers le Soleil est aussi grande que 10 rayons terrestres. Et l'autre côté s'étend en une magnétoqueue qui représente près de 200 fois le rayon de la Terre. Dans les mines d'or les plus profondes, les ouvriers travaillaient à une profondeur de plus de 3900 mètres. Le puits de pétrole le plus profond de la planète est le puits Z44, situé à l'extrême est de la Russie. Il va à plus de 12 200 mètres de profondeur, soit l'équivalent de 15 Burj Khalifa empilés l'une sur l'autre. L'un des trous artificiels les plus profonds et les plus connus est le forage SG3. Il mesure lui aussi près de 12 200 mètres de profondeur. Si tu faisais tomber une pièce dans ce trou, elle tomberait durant 50 secondes avant d'atteindre le fond. De 23 cm de diamètre, ce trou a été créé pour des raisons scientifiques. Les gens ont voulu creuser à travers la croûte terrestre pour voir ce qui se trouvait dessous. Ils ont réussi à atteindre seulement un tiers du parcours. Ensuite, la température a atteint 180 degrés Celsius et la foreuse n'a pas pu aller plus loin. Et si, par miracle, tu parvenais à creuser un trou qui traversait toute la Terre? Tu es passé à travers 12 900 km de magma fondu et de roches solides. Tu as survécu à des températures de plus de 6093 degrés Celsius et à des pressions extrêmes plus de 300 millions de fois supérieures à la surface de la planète. Le trou est suffisamment large pour qu'un adulte passe sans être compressé. Il est aussi parfaitement droit. Les parois du trou sont incroyablement solides, ne s'effondreront pas et ne fondront pas non plus. Et alors que tu te tiens au bord du gouffre, en admirant ton travail, tu glisses et tu tombes dans un abysse sans fond. En prenant en compte la gravité, l'accélération et le diamètre de la Terre, il te faudrait seulement 42 minutes pour tomber à travers la planète. Tu atteindrais la vitesse maximale de 29 000 km/h au niveau du noyau de la Terre. Et en moins d'une heure, tu ressortirais de l'autre côté de la planète. Malheureusement, dans le vrai monde, tu ne parcourrais même pas le premier kilomètre de ta chute. C'est à cause de la force de Coriolis. La surface de notre planète se déplace à la vitesse de 1610 km/h à l'équateur. Mais l'intérieur de la Terre n'a pas besoin de bouger rapidement. Imagine une piste de course. En longeant son bord intérieur, tu parcours une distance plus courte que lorsque tu cours le long du bord extérieur. Cela veut dire que peu de temps après être tombé dans le trou, la vitesse à laquelle tu tomberas augmentera de manière exponentielle. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, tu t'écraseras contre une paroi du gouffre et tu rebondiras sur les côtés. Si à ce stade tu en étais à mi-chemin jusqu'au noyau de la Terre, ta vitesse serait de 2400 km/h plus rapide que les murs du trou. Mais imaginons que tu connaisses ce phénomène et que tu parviennes à l'éviter en creusant un trou qui parte directement des pôles de la Terre. Dans ce cas, seulement la gravité t'attirerait directement vers le bas. Sur le chemin, tu verrais des tonnes de choses super sympas. D'abord, tu passerais à travers des trous de lapins de Garenne et à travers des tunnels de taupes. D'ailleurs, elles peuvent creuser jusqu'à 18 mètres de tunnel par jour. À environ 3 mètres, tu pourrais facilement avoir un accident avec un énorme ver de terre. Si la créature se tenait dressée, elle t'arriverait à la taille. À une profondeur de 8 mètres, tu passerais les tunnels creusés sous la maison de l'homme taupe. William Little, un ingénieur civil britannique, a passé environ 40 ans à créer un énorme réseau de cavernes et de tunnels s'étalant bien au-delà de sa maison.
presque 2 fois plus profond, et tu passes à côté d'un crocodile du Nil. Ce reptile creuse les terriers les plus profonds. Tu as à peine assez de temps pour te remettre du choc quand tu dépasses un... Est-ce une ferme souterraine? Oui, tu remarques des légumes et des herbes qui poussent là. Tu passes à travers la piscine la plus profonde du monde. Il s'agit de la piscine de plongée Y40 à Montegrotto Terme, en Italie. Elle atteint une profondeur de 40 mètres. Pour une certaine raison, elle n'est pas remplie d'eau actuellement, et tu as besoin de 3 secondes seulement pour en atteindre le fond. Quand tu es à plus de 152 mètres sous terre, tu vois des gens dans une chambre d'hôtel. C'est la mine d'argent de Sala, le plus profond hôtel du monde, construit dans une mine d'argent reconvertie. À une profondeur de 1000 mètres, tu commences à sentir une grosse pression. C'est comme si 4 éléphants étaient empilés sur ta tête. Ensuite, tu peux continuer ton voyage, seulement tu portes une combinaison qui peut te protéger de la chaleur et de la pression atmosphérique qui ne font qu'accroître. Tu poursuis ton chemin et tu vois la mine d'or de Homestake à environ 1500 mètres sous terre. Avant sa fermeture, c'était la mine d'or la plus profonde et la plus importante en Amérique du Nord. Dans les années 60, les scientifiques ont détecté de petites particules subatomiques du Soleil. Ils ont fait cette découverte dans un laboratoire, à l'intérieur même de la mine. Après être tombé durant une seconde de plus, tu atteins le permafrost. C'est une couche de terre épaisse qui est glacée en permanence. Et elle ne se réchauffe pas en été. Elle est surtout présente dans les régions polaires et la plus épaisse se trouve dans le nord de la Sibérie. À plus de 1830 mètres sous la surface, il y a encore des créatures vivantes. Il s'agit de colamboles, de petits insectes sans yeux qui vivent dans le gouffre de Kroubera, Voronja, en Géorgie. Mais l'animal multicellulaire le plus profondément enfoui que tu rencontreras vit à 3600 mètres de profondeur dans la mine de Taoutona, en Afrique du Sud. Petit, mais incroyablement robuste, ce ver peut survivre dans des températures extrêmes et sans eau. 6 km plus bas, tu atteins la croûte océanique. C'est la partie de la croûte terrestre qui se trouve sous l'océan. Elle est bien plus fine que la croûte continentale. 2 fois plus profond que ça, et les tunnels t'emmènent à travers un bassin de roches en fusion. C'est la chambre magmatique du supervolcan de Yellowstone, sous le parc national de Yellowstone. Cela veut dire que tu t'apprêtes à quitter la couche externe de la Terre, la croûte terrestre. Plus tu vas profond, plus il fait chaud. À la limite du manteau, à environ 29 km sous la surface, les températures atteignent 400 degrés Celsius. Maintenant, tu vas traverser le manteau supérieur de la Terre. La pression équivaut à 10 000 atmosphères, l'équivalent de 130 éléphants qui se tiendraient sur ta tête. Mais ce n'est rien en comparaison de la pression qui règne dans le manteau inférieur, 240 000 atmosphères. Les températures continuent de grimper également. Près de la limite avec le noyau terrestre, il fait près de 3870 degrés Celsius. Le noyau extérieur mesure 2420 km d'épaisseur et est presque entièrement fait de fer et de nickel, sous leur forme liquide. Là, le champ magnétique de la Terre est 50 fois plus fort qu'à la surface. Tu es à plus de 4830 km sous terre quand tu atteins le noyau. C'est incroyablement dense et il tourne plus vite que le reste de la planète. Il y fait presque aussi chaud qu'à la surface du Soleil, soit 5400 degrés Celsius. La pression à l'intérieur est 3 fois plus grande qu'à la surface. Et pourtant, tu parviens tout de même à traverser cette boule de métal et à revenir à la surface. Dans la vraie vie, tu serais écrasé par la pression incommensurable et brûlé par les températures extrêmes, très rapidement après le début de ta chute. Aucune combinaison ne pourrait te protéger de ces conditions. Même si ni la pression ni la chaleur ne t'impactaient, tu aurais toujours de sérieux problèmes sur les bras. Et ils seraient tous liés à l'air. Par exemple, il y aurait la résistance à l'air, cela t'empêcherait d'atteindre le noyau. Mais il y aurait un problème bien plus grave, ce serait la pression de l'air. Plus tu irais profond dans le trou, plus tu aurais d'air au-dessus de la tête, et plus haute serait la pression. À 48 km, elle serait aussi forte que celle du fond de l'océan. Après plusieurs centaines de kilomètres, l'air se transformerait en sorte de bouchon solide qui te bloquerait la route. Mais imaginons que tu connaissais ce problème et que tu aies retiré tout l'air du gouffre avant d'y plonger. Maintenant, tu te déplaces dans une sorte de combinaison avec un gros approvisionnement en oxygène. Mais tu rencontres tout de même quelque chose d'étrange. Durant ta chute, tu remarques que la force qui t'attire vers le bas commence à faiblir. Une fois que tu as atteint le cœur de la planète, elle disparaît. La Terre est une sphère presque parfaite. C'est pour cette raison que les forces gravitationnelles qui proviennent de la masse autour du noyau terrestre se contrebalancent. Avec une attraction équivalente de tous les côtés, tu te sentirais léger comme une plume. Paradoxalement,
Tu flotterais dans les airs et tu te déplacerais très vite à la fois. Bientôt, tu seras passé à travers le noyau de la Terre et tu atteindras l'autre côté. Dans tous les cas, cette situation est entièrement hypothétique. L'idée même de construire un tunnel de 12 900 km est irréalisable. Tu aurais besoin de stocker la matière que tu aurais extraite du trou, dont les matériaux en fusion à l'intérieur de la Terre. Tu devrais aussi t'assurer que ton tunnel ne s'effondrerait pas en passant par les couches liquides de la planète. Ces parois devraient être faites d'un matériau qui pourrait supporter une chaleur de plus de 5540 degrés Celsius. À ce jour, aucune substance sur Terre ne peut rester intacte face à de telles températures. Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ces magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois. Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes. Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur. La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayions de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En une semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent. Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les 2 planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2 tiers de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter.
Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces, moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressés. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté. Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée ? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules. La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine. Mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau. Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant. Mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie, parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau, et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde. Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel, et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir ? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien. Il y a quelque chose d'anormal. On dirait que la Terre tremble. Ce n'est clairement pas un séisme, et ça ne fait qu'empirer. Les nuages semblent se déplacer plus vite que d'habitude, et les animaux deviennent fous. Le présentateur du journal télévisé apparaît avec un air alarmé et dit « Bonjour, nous sommes désolés d'interrompre votre programme. Les scientifiques viennent de découvrir que la rotation de la Terre fluctuait à un rythme inhabituel. Un groupe de spécialistes pense que la Terre accélère sa rotation à chaque seconde, et ils ne savent pas pourquoi. Même si la Terre augmentait sa vitesse de 1,6 km/h, la journée ne raccourcirait que d'1 minute et demie environ. On ne le sentirait pas vraiment, et on pourrait continuer comme si de rien n'était. Mais à mesure que la Terre tourne plus vite, nos corps qui sont adaptés à un rythme de 24 heures auront du mal à s'y faire. Si tu vis près de l'équateur, cela signifie que la rotation de la Terre est plus rapide qu'au pôle Nord et Sud.
La zone située près de l'équateur a besoin de plus de temps pour effectuer sa rotation complète. Il pleuvra aussi plus que d'habitude. La rotation de la Terre maintient la météo en équilibre, de sorte que rien d'anormal ne se produit. Mais comme la Terre bouge plus vite, le climat s'emballe. Nous commencerons à voir plus de tempêtes et nous passerons plus de temps au chaud à l'intérieur à siroter un chocolat chaud. Même si cela semble bizarre, tout le monde peut continuer à mener sa petite vie. Mais si la Terre prenait un peu plus de vitesse et tournait à 45 mètres par seconde, la journée serait réduite à seulement 22 heures. Cela donnerait un peu l'impression d'être en décalage horaire en permanence. Toutes les entreprises travaillent avec un horaire de 24 heures par jour. De sorte qu'enlever ne serait-ce que 2 heures peut avoir des effets catastrophiques sur l'économie mondiale. L'ensemble du calendrier devra changer et s'adapter au nouveau rythme. Les designs des horloges changeront et elles ne comporteront plus que 10 segments. Et à chaque semaine, les journées raccourciront, de sorte qu'il n'y aura plus de moyens appropriés de connaître l'heure, sauf par les couchers et les levées de soleil. Le temps continuera à se dérégler, avec l'impression que la pluie ne s'arrête jamais. Les animaux qui dépendent des schémas météorologiques ne sauront plus comment se comporter, et des migrations de masse se produiront pour presque toutes les espèces. Des volées d'oiseaux voleront partout et atteindront des endroits où ils ne vont normalement pas, ce qui affectera toute la chaîne alimentaire et les écosystèmes. Les forêts, les jungles et les autres endroits peuplés par des animaux sont maintenus en équilibre lorsqu'ils ne sont pas affectés par les humains. S'il pleut constamment dans certaines zones, les inondations obligeront les animaux à se déplacer vers d'autres territoires et à rivaliser avec les prédateurs de la région. Si la Terre prenait de la vitesse chaque jour, alors en te tenant sur une balance dans l'Arctique, tu verrais que tu pèses 81 kg. Mais sur l'équateur, tu pourrais peser seulement 80 kg. C'est à cause de la force supplémentaire qui s'oppose à la gravité dans cette zone. Avec la Terre tournant plus vite, toutes les compagnies aériennes du monde entier se sont arrêtées, car les systèmes radars se sont détraqués et la météo est trop dangereuse pour voler. Tout le monde doit se déplacer en voiture. Les satellites sont positionnés de telle manière qu'il est crucial qu'ils restent là où ils sont afin de faire rebondir les signaux vers nous. À cause de ce qui se passe, les signaux Wi-Fi et TV ne peuvent plus passer. Les communications dans le monde entier vont finir par être courtes et lentes. Et finalement, nous aurons une panne totale de communication. Les navires cesseront de fonctionner et le commerce mondial s'effondrera, ajoutant des dommages supplémentaires à l'économie mondiale déjà défaillante. Les vents seront plus forts et plus rapides que d'habitude, ce qui signifie que les températures changeront. Les tempêtes et les ouragans seront plus forts que jamais et auront plus d'énergie destructrice. Et à 160 km/h, les régions équatoriennes seront englouties sous l'eau. Le bassin de l'Amazone et les petites îles seront désormais complètement submergés sous environ 15 mètres d'eau. La plupart des plantes seront en danger, surtout près de l'équateur. Avec les forêts menacées par les inondations, davantage d'écosystèmes seront en danger. Les arbres et les plantes ne survivront pas à tant d'inondations. Si la Terre tournait si vite que les journées étaient réduites à 15 heures par jour, nous aurions probablement l'impression d'être toujours dans un avion à réaction traversant des turbulences. Il serait impossible de dormir si la Terre continuait à prendre de la vitesse à chaque seconde de la journée. Les jours dureraient environ 7 heures, de même que les nuits. Le monde entier serait inondé, à l'exception des points les plus élevés des plus hautes chaînes de montagnes. Si cela se produit, les humains finiront très probablement par s'accrocher aux dernières parcelles de terre dégagées. La plupart de la vie animale disparaîtra. Et à mesure que la Terre tourne de plus en plus vite, la croûte terrestre perdra de sa dureté, ce qui engendrera des tremblements de terre plus fréquents et plus forts. Des volcans entreront en éruption un peu partout, même s'ils seront immergés par les eaux. Cela va continuer comme ça pendant un bon moment. De nombreuses catastrophes naturelles majeures comme les séismes, les tsunamis, les volcans et même la fonte des calottes glaciaires ont accéléré la vitesse de la Terre de quelques millisecondes. Alors que la vitesse de la Terre continue d'augmenter, ces catastrophes naturelles vont faire que la planète tourne encore plus vite. Même si ce n'est que de quelques millisecondes, c'est suffisant pour avoir des conséquences majeures. La Terre tourne maintenant à 1600 km/h. Et alors que tu es assis avec le reste des survivants, tu te sens en légère lévitation. Tu vois des petits cailloux et des rochers qui flottent à quelques centimètres du sol. Les nuages au-dessus de toi passent comme des étoiles filantes. L'air est épais et humide car l'eau monte vers le haut, formant de gros nuages prêts à déverser leur eau.
Mais comme la gravité est plus faible, une partie de la pluie est en suspension dans l'air. De nombreux petits objets flottent autour de toi comme si tu étais dans l'espace. Les jours et les nuits ne durent pas plus de quelques heures. À ce stade, le monde entier est inondé et la croûte terrestre a disparu à 80%. Si cela dure plus longtemps, il n'y aura plus aucun être vivant, à l'exception peut-être de créatures microscopiques qui peuvent résister à des conditions extrêmes. Il faudrait que la Terre tourne à environ 28 300 km/h pour annuler la gravité et que les choses commencent à flotter. À ce moment-là, toute l'eau de l'océan va s'élever dans les airs et ressembler à une pluie inversée. Les gros rochers des montagnes se sépareront du socle rocheux et léviteront au-dessus du sol, ressemblant à de petites planètes dans l'espace. La Terre tourne maintenant 17 fois plus vite que d'habitude, ce qui fait qu'une rotation complète autour de son axe ne dure que 84 minutes au lieu de 24 heures. Si tu parviens à rester en vie aussi longtemps, tu verras littéralement les jours et les nuits passer en un instant. Tu flotteras aussi sans but dans le ciel, heurtant des rochers et d'autres surfaces. Tu ne reconnaîtras plus rien. La croûte terrestre se déchire, exposant le magma qui se trouve en dessous. Atterrir sur le sol n'est pas une option. Tu vois l'espace à mesure que tu montes de plus en plus haut. Tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas, mais tout ce que tu sais, c'est que tu es probablement le seul humain restant dans ce monde en rotation. La Terre finira par tourner si vite que le reste des couches commencera à se détacher, exposant l'intérieur de la Terre. Elle commencera à s'aplatir autour de son noyau jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une crêpe. Rien ne pourra survivre à ce stade. Une telle quantité de chaleur sera produite par le noyau que la planète chauffera comme dans un micro-ondes. Toute l'eau disparaîtra et la Terre ressemblera à un point rouge dans le système solaire. Et lorsqu'elle commencera à s'approcher de la vitesse de la lumière, le temps se figera. Les rochers et les éléments flottants ne bougeront plus et finiront par être déformés. Et avec suffisamment d'efforts, la Terre finira par se transformer en un trou noir. Bien sûr, rien de tel ne se produira jamais. Selon les scientifiques, la Terre va très probablement ralentir sa rotation. Depuis que la Lune est entrée en scène, la Terre ralentit d'environ 6 km/h tous les 10 millions d'années environ. C'est à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune sur notre planète bleue. Et il est fort probable que cela continue ainsi. Alors ne sois pas si pressé.